Bonjour à tous, bonjour, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Soyez les bienvenus pour cette matinée qui va donc être entièrement consacrée à la filière des semences et des plants car son rôle est essentiel dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Vous le savez, tout commence avec la semence. C'est un rendez-vous organisé par SEMAE qui rassemble tous les métiers de la filière, les centrales de conservation des ressources phytogénétiques, les entreprises de création variétale, les agriculteurs multiplicateurs, les trieurs à façon, les artisans semenciers, les entreprises de production de semences et plants et les distributeurs. La souveraineté, premier maillon de la semence, premier maillon de la souveraineté alimentaire, ce sera donc le thème de notre première table ronde. Et puis pour la deuxième table ronde tout à l'heure, nous nous pencherons sur l'innovation en semences et plants, car c'est aussi, bien sûr, une garantie de souveraineté. Avant ces échanges, je vous demande d'accueillir très chaleureusement le président de SEMAE, Pierre Pagès, qu'on l'on peut applaudir, qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour à vous. Nous allons voir avec vous à quel point la production semencière française est absolument stratégique et au cœur de notre souveraineté alimentaire. Je vous laisse la parole. Merci Isabelle. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous et je suis vraiment très heureux de voir cette salle qui est pleine. Ça montre que, effectivement, notre filière, elle est importante. Elle joue un rôle essentiel dans la production agricole, dans le lien avec les autres filières pour arriver à cette production agricole et alimentaire. Et donc, c'est une vraie satisfaction de vous voir nombreux ici ce matin. Bon, je le dis souvent, les semences ont un rôle essentiel en amont des filières. Enfin, vous l'avez dit, c'est quelque chose qu'on rappelle régulièrement. Tout commence par les semences. Donc, on a besoin de nos productions pour atteindre pour mettre en place la production agricole, mais aussi pour atteindre les objectifs de souveraineté. Ce qu'on rappelle aussi régulièrement, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté semencière. Donc, c'est vraiment un élément clé. C'est vrai en France, c'est aussi vrai dans tous les pays où il y a des besoins alimentaires évidemment, mais des besoins de production agricole. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité ce matin inviter nos amis du Sénégal. Et j'accueille Modou Thiam, qui est président de l'organisation des semences au Sénégal, qui est très engagé évidemment dans nos métiers et avec qui on a un partenariat de longue date pour accompagner aussi le Sénégal. Et c'est une émission d'interprofession pour les aider à se développer et à structurer la filière. Ça sera aussi cette matinée l'occasion de rappeler nos attentes pour les attentes de la filière. On contribue très largement à la balance commerciale, au commerce extérieur. Donc ça, je crois que c'est important aussi de le souligner dans un moment où on a de fortes inquiétudes sur l'évolution de la balance commerciale agroalimentaire en France et qui commence à approcher un solde négatif. Donc je crois que c'est important de la rappeler avec un excédent qui est pour nous de 1,2 milliard d'euros. C'est quelque chose qui est très stable mais qui commence à s'éroder. Donc c'est aussi des signaux qu'il faut qu'on sache voir et interpréter. Je le disais, ça constitue un atout majeur stratégique pour la souveraineté alimentaire et ça assure d'abord la production et la mise en marché de notre filière de semences de qualité à hauteur des besoins. Pour la souveraineté agricole et alimentaire, on a une spécificité dans la filière, c'est que justement pour assurer ces enjeux de qualité, on porte par délégation du ministère de l'Agriculture toute la partie contrôle et certification. Par délégation, on est autorité compétente à la matière et ça, c'est pas une contrainte pour nous, c'est au contraire un outil d'assurance qualité, si j'ose dire, et qui garantit vraiment la qualité de nos semences pour garantir d'abord l'approvisionnement et la qualité. C'est, je le disais, des flux européens et internationaux importants. On est le premier exportateur de semences mondiales, en semences de grande culture, avec un solde excédentaire d'1,2 milliard d'euros. C'est aussi un secteur qui est extrêmement reconnu à l'étranger par nos flux, mais aussi par tout l'accompagnement qu'on peut faire dans les pays au niveau international. On les accompagne sur la structuration des filières, sur les éléments réglementaires, je le disais. Et la colonne vertébrale de notre filière, c'est l'innovation. On y reviendra dans la deuxième table ronde. Et rappeler aussi qu'on est un secteur avec une très forte intensité de recherche, puisqu'on investit 13% du chiffre d'affaires total de la filière dans la recherche. Ça peut même aller jusqu'à 25% pour certaines espèces. Et donc,
Pour resituer les choses, la pharmacie, c'est 8%. Donc on est vraiment un secteur sur lequel la recherche est un élément clé. Et là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Le dernier enjeu que je voudrais rappeler avant de passer aux tables rondes, c'est le renouvellement des générations. On en a besoin pour les agriculteurs multiplicateurs, on en a aussi besoin dans la filière. On a vraiment besoin de conforter nos réseaux d'agriculteurs et d'attirer des compétences et d'assurer le relais des compétences sur tout le long de la filière, que ce soit chez les agriculteurs mais aussi dans l'industrie. Et ça aussi, c'est un axe important de l'interprofession. Tous ces sujets-là, on va les aborder ce matin et donc je vous redonne la parole pour lancer les tables rondes. Merci beaucoup, merci infiniment Pierre Pagès pour votre accueil et vos mots d'ouverture pour expliquer tous les enjeux actuels et à venir. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de découvrir un reportage consacré à l'importance de la qualité des semences et au rôle clé joué par l'OCDE afin de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire en Europe et partout dans le monde. Across the globe, seed certification is more than a label. It's a foundation of trust that empowers farmers, regulators, and traders alike. The OECD seed schemes bring together over 60 countries, setting global standards for seed quality, harmonization, and trade. The OECD seed scheme facilitates international trade of seeds, and because of the recent food security concerns, it's very important that the seed system, national seed system, are internationally connected. And this is where the OECD play a pivotal role. In a world where agriculture knows no borders, the quality of seeds must be universally trusted. The OECD seed schemes provide a harmonized framework, ensuring that seeds meet consistent standards of identity and purity across nations. This international certification fosters trust among farmers, traders, and consumers, facilitating smoother trade, enhancing food security, and supporting sustainable agriculture globally, ensuring that no farmer is left behind. Voilà pour ce bref reportage. Je vous demande à présent d'accueillir pour notre première table ronde à nouveau Pierre Pagès, président de SEMAE, avec vous et autour de vous Maudou Thiam, président de l'UNIS, l'Union nationale interprofessionnelle des semences. Et vous pouvez les applaudir aussi chaleureusement. Daniel Sauvêtre, président d'Interfel, l'interprofession fruits et légumes frais. Et enfin Benjamin Lamère, président de Terre Univia, agriculteur en Alsace avec une exploitation d'oléagineux, notamment du soja. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors Pierre Pagès, vous l'avez dit, la filière semences française est de très grande qualité. Hein. Son rayonnement dépend de notre souveraineté, notre déploiement à l'international. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a lancé des conférences de la souveraineté alimentaire. C'était à la fin 2025. L'objectif, c'est de définir avec tous les acteurs les ambitions de la France en matière de souveraineté alimentaire, en tenant compte des évolutions de marché, du contexte géopolitique qui, on le sait, est assez compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'impact du changement climatique et de la disponibilité des ressources. Pierre Pagès, pourquoi est-ce que les semences conditionnent-elles tout ça ? Les semences, en fait, on va le rappeler tout au long de la matinée, sont le premier maillon de la chaîne alimentaire. En fait, la production de semences, elle est dédiée à assurer la production agricole. Donc, elle est forcément très attendue en termes d'accompagnement de l'agriculture sur la production, sur la productivité, mais aussi sur les transitions. En fait, ça c'est le premier élément. Donc, on peut et on doit mettre à disposition de la production agricole des outils pour avoir des productions agricoles qui soient mieux adaptées au milieu. Donc, c'est tous les enjeux qu'on a aujourd'hui autour du changement climatique, autour de la résistance aux bioagresseurs. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à avoir une production qui soit sécurisée et qu'on ait accès aux outils dont on a besoin, notamment sur les outils liés à l'innovation. Donc on a beaucoup parlé des NGT ici dans la salle. Je pense que tout le monde a été de près ou de loin engagé sur ce débat-là. C'est des technologies dont on a besoin pour accélérer ces outils qu'on peut mettre à disposition de l'agriculture. Mais
on en a besoin maintenant en fait. On a passé sur l'exemple des NGT est intéressant parce que... On peut rappeler les NGT, ce que c'est précisément peut-être pour tout le monde. NGT c'est New Genomic Techniques. New c'est plus tellement nouveau puisque CRISPR-Cas9 ça doit être... il y a plus d'une dizaine d'années que ça a été créé. Donc, et ces 10 ans-là, on les a passés au niveau européen, essayer de comprendre comment nous on allait avoir un règlement européen qui nous permettait d'accéder à ces technologies-là, alors que les semences, c'est mondialisé, c'est globalisé, donc, et nos concurrents, nos compétiteurs, eux, ont immédiatement utilisé ces technologies. Donc, on perd du temps, on a perdu beaucoup de temps, et si on devait passer un message aujourd'hui, c'est au-delà de ces techniques dont on va avoir accès de façon très incomplète, on y reviendra peut-être, mais on ne peut plus passer 10 ans à se poser la question de savoir comment on va utiliser une innovation. Ce n'est pas possible, il faut qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Et on y reviendra aussi très longuement dans la deuxième table ronde tout à l'heure. Daniel Sauvêtre, la souveraineté alimentaire, c'est un équilibre très complexe entre production locale, importation nécessaire, règles du jeu équitables. Comment est-ce qu'on fait ? Grande question. Oui, enfin, moi je représente la filière des fruits et légumes frais et donc vous savez, on a défrayé la chronique il y a 3 ans quand on a annoncé le plan de souveraineté pour les fruits et légumes frais parce que on faisait le constat qu'on importait 50% des fruits et légumes frais. Alors un peu plus en fruits et un peu moins en légumes et évidemment si on relie ça avec le thème du jour, l'importance de la création variétale et de la filière semencière pour le potager est ô combien essentiel. J'ai tout à l'heure en conférence de presse et j'ai fait témoigner le président de l'Association nationale des producteurs de fraises. Il racontait comment, après avoir un moment difficile de perte de souveraineté par la concurrence européenne, et bien par la création variétale, il a pu, au fil du temps, reprendre une part de marché avec les fraises de France parce qu'il y avait l'originalité d'une variété adaptée à nos terroirs qui a fait la différence auprès des consommateurs. Donc on sait à quel point, dès lors que l'on pense souveraineté, à quel point il faut avoir un système complet qui va de l'innovation, de la création variétale jusqu'à la production, et tout ça adapté à notre climat, à nos terroirs, au goût des consommateurs, et donc y compris dans notre domaine des légumes. Alors moi je connais mieux les fruits, mais c'est la même chose avec la création variétale en fruits. À quel point il est important d'être vigilant à être le plus autonome possible en matière de création semencière, création variétale. Et ça a été dit, toutes les techniques, enfin tout ce qui peut être mis en œuvre. Moi j'ai entendu, Président, que 1 milliard d'excédents, qu'on est leader, mais j'ai entendu qu'il y avait un signal faible, c'est que ça commençait à tousser un peu. Et donc on a tous en tête le fait que pour la première fois, on vient de passer quasiment à une ligne de flottaison en matière d'excédents agroalimentaires. Donc il faut se préoccuper des signaux faibles. Mais on va y revenir, il y a des raisons à cela. Et donc si on veut garder cette place de leader, il y a sans doute, Président, quelque chose à faire, y compris dans le domaine des semences, ce que nous faisons dans le domaine de la culture des fruits et des légumes. Alors justement, effectivement, il faut être sensible aux signaux faibles que vous évoquiez, Benjamin Lamère. Notre souveraineté, elle est réelle, elle est là, mais elle est fragilisée. Alors elle est réelle, mais il a fallu la construire à l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et je vais peut-être faire un petit flashback très rapide. Après-guerre, plan Marshall, les États-Unis ont peur du communisme, que le communisme envahisse l'Europe, et avaient peur surtout que les Européens aient faim, parce que le faim, c'est les ferments de la Révolution. Donc, plan Marshall, ils mettent des financements en place pour que les Européens achètent des commodités, de la nourriture aux États-Unis et des machines agricoles pour faire de l'agriculture. Au bout d'un moment, les Européens disent « ça va bien, nous on voudrait développer notre agriculture, on va faire la PAC, mettre des barrières aux frontières, mettre des prix à la production, soutenir les prix. » Les Américains voyaient ça d'un très mauvais œil, ils ont dit « ok, sauf pour la protéine ». Et donc depuis cette époque-là, on est sur le marché mondial dans les productions d'oléoprotéagineux, on n'a pas de barrière aux frontières. Et donc il y a des écarts de compétitivité majeurs qui se sont créés et qui se sont accumulés, et en particulier des défauts de recherche, d'innovation sur nos secteurs qui font qu'on est en fragilité parce que les rendements dans les oléopros ne progressent pas au même rythme que les rendements dans les céréales.
Et donc cette fragilité-là, voilà, il faut réussir à lutter contre et s'en emparer. Il y a une deuxième fragilité qui se rajoute à ça, c'est le changement climatique qui a été cité. Et là, c'est un game changer, comme on dit en alsacien. C'est-à-dire que ça remet en cause. Elle est au centre de l'Europe. Donc ça remet en cause complètement aussi la façon qu'on a de travailler. Daniel Sauvêtre, quelles sont dans ce contexte vos plus grandes inquiétudes ? Moi, mon inquiétude, c'est qu'en venant à cette table ronde, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans le domaine de la semence, parce que honnêtement, c'est pas mon savoir-faire. Mais en interrogeant des personnes qui travaillent à la CMAE, je découvre que, par exemple, le radis. Eh bien, le radis, nous ne sommes plus en capacité de produire. La création se fait bien en France, mais par contre, la production des semences doit se faire ailleurs, parce qu'il y a un alternariat qui touche le radis et qu'on n'a plus la matière active en France pour pouvoir se protéger. Et donc, et ça, c'est un exemple, mais on me dit que ça existe aussi pour l'épinard. Enfin, il y a plusieurs cas comme ça. Et donc, je suppose que ça doit être une préoccupation ici, dans cette interprofession, de regarder semence par semence, là où on est en train de perdre une capacité à produire en France, parce que il n'y aura peut-être pas l'eau suffisante, et on sait que la production de semences nécessite une parfaite continuité de l'alimentation hydrique pour pouvoir avoir à l'arrivée une production commercialisable. Donc on a des combats communs. Un combat commun qui est que nous devons en France obtenir que toute cette eau qui tombe du ciel, on sache mieux la réguler pour en avoir, pour en effet produire des fruits et légumes et également des semences, et puis également que nous ayons les mêmes moyens de production, de protection contre les maladies ravageurs que l'ensemble de nos collègues en Europe, et qu'il n'y ait pas cette volonté franco-française au doigt mouillé de décider ce qui est bien ou mal, alors que nous avons délégué cette compétence à l'EFSA, à l'ANSES, respectant au moins cette règle du jeu collective. Je vous ai vu réagir, Pierre Pagès, notamment à la question des radis. Ce que vient de dire Daniel et l'exemple qu'il a pris des radis est essentiel, parce qu'on pourrait se dire les radis, les épinards, après tout, c'est pas des grandes productions, c'est pas très grave si on devient dépendant de notre pays, mais si, c'est extrêmement grave et préoccupant. C'est surtout un très mauvais signal qu'on envoie en termes de souveraineté. Je parlais de souveraineté semencière et de souveraineté alimentaire. Quand on commence à dépendre d'autres pays pour pouvoir assurer notre production, la souveraineté, elle n'est plus du tout garantie. Si c'est l'Italie qui produit les semences, bon, c'est un moindre mal, si j'ose dire. On voit toutes les perturbations qu'il y a au niveau géopolitique en ce moment. On peut se dire que sur des productions qui sont destinées à de l'alimentation, si on dépend d'autres pays pour l'approvisionnement de semences, il y a d'autres secteurs de l'industrie qui sont complètement dépendants de la Chine, pour ne pas les citer ou autres, et qui ne dorment pas la nuit en se disant il y a une personne qui peut mettre mon business model par terre. Donc on est dans cette situation-là, et quand je dis c'est un bien mauvais signal, il faut bien mesurer que les moyens de production sont essentiels pour toutes les productions agricoles, mais extrêmement essentiels pour nous aussi. Et on a des entreprises aujourd'hui où le monde des semences est globalisé. Donc les entreprises semencières, elles ne peuvent pas prendre le risque de mettre en production sur un territoire des semences dont elles ne sont pas capables de garantir la production et de sécuriser la production. Donc si les ressources en eau ne sont pas sécurisées, si on n'a pas les moyens de protection des plantes qui sont assurés, eh bien, elles vont produire ailleurs qu'en France. Donc, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant sur ces petites espèces. Mais on a aussi des fragilités sur le maïs. Moi, je suis producteur de semences de maïs. On a des molécules qui ont été supprimées, donc on n'a pas forcément de solutions alternatives. L'Ukraine, dont la situation de guerre a stoppé leur développement, mais avant la guerre, en 3 ans, l'Ukraine est passée de 0 à 8% de part de marché sur l'Union européenne en semences de maïs. Aujourd'hui, d'ailleurs, les 4 ans de la guerre en Ukraine, précisément. Mais le peuple ukrainien est un peuple extraordinaire. Il continue à assurer la production malgré la guerre, et il continue à exporter des semences de maïs dans l'Union européenne. Donc c'est remarquable la performance qu'ils font, mais c'est extrêmement préoccupant pour nous, parce qu'en plus ils font ça avec des solutions de protection des plantes que nous on n'a plus. Donc ça pose aussi cette question-là. Modou Thiam, je rappelle que vous êtes président de l'Union des semenciers sénégalaises. Comment se posent au Sénégal les enjeux de souveraineté? Allez-y, je pense que ça fonctionne. Il est directement. Normalement, c'est... Voilà.
Merci. Bonjour tout le monde. Donc, d'abord, je remercie le CMAE de nous avoir conviés à cette importante manifestation. Comme vous le dites, au Sénégal, effectivement, nous sommes dans cette mouvance de la souveraineté alimentaire, dû au fait que, en fait, depuis 1990, je pense que les Nations Unies avaient déjà fait de la sécurité alimentaire un droit humain. Donc, nous sommes dans cette dynamique avec quelques difficultés au départ. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que, comme un pays sahélien, nous avons traversé pratiquement 30 années de sécheresse, de 1970 à 2000. Et à partir de 2000 jusqu'à maintenant aussi, nous traversons une instabilité climatique très marquée. Et d'autant plus que notre agriculture est tributaire des pluies pour une grande partie. Donc nous sommes impactés effectivement par ces phénomènes qui sont des chocs. Ce qui a comme autre choc aussi, c'est les années 20 avec la Covid. D'autant plus que nos importations, et c'est normal parce que notre production a eu à baisser, et durant ces années de choc, nous avons quand même besoin d'importer beaucoup de produits alimentaires. Lorsque la Covid est arrivée, on a vu effectivement un phénomène qui s'est passé. Les gens avaient tendance à fermer les frontières et à se recouvrir sur eux-mêmes. Cela amène quand même des réflexes de survie de tout un chacun. Et c'est à ce moment-là que les gens se sont dit qu'effectivement, il est question qu'on règle cette question de souveraineté alimentaire. Cela nous amène au sujet essentiel, c'est-à-dire aller dans la production. Mais qui dit production aussi dit semence, nécessairement. Parce que c'est le premier intrant agricole qu'on ne peut pas manquer quand on produit. On peut manquer de tous les intrants, sauf de la semence, d'après les scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique, donc, mais j'entends dire qu'effectivement, c'est la semence qu'on ne peut pas manquer en matière de production agricole. Donc, nous avons eu à faire quand même quelques innovations à ce niveau, parce que je dois dire que la semence a été privatisée au niveau du Sénégal depuis les années 80, avec les périodes d'ajustement structurel. On avait demandé, les partenaires techniques et financiers avaient demandé à nos pays que l'État se désengage de la filière semence. Et ceci nous avait poussé à ce que des entreprises semencières comme les nôtres puissent en tout cas prendre le relais. Et c'est à ce moment-là que notre organisation était née. Et quand je parle de cette privatisation, je parle de notre organisation, l'UNIS. Je pense tantôt à un partenaire stratégique, le CMAE, à l'époque le GNIS, à travers un consultant qui était parmi nous, qui était toujours avec nous et qui est toujours avec nous, M. François Birgou, que nous avons beaucoup connu et qui a participé remarquablement à l'érection en tout cas de cette filière privée semencière. Donc, on est dans cette mouvance comme tout le monde, hein, avec nos limites, parce qu'en fait, les semences sont comme les denrées alimentaires importées pour la plupart. Nous avons les hybrides que nous importons, mais aussi nous avons les semences potagères pratiquement que nous importons. C'est vrai que dans les grandes cultures, on a tendance aujourd'hui à utiliser davantage d'hybrides pour booster la productivité. Et pour essayer un peu aussi de diminuer les importations, c'est aujourd'hui la règle au niveau de la politique gouvernementale actuellement au Sénégal. Donc, booster la production, améliorer les semences, utiliser davantage les hybrides. Mais cerise sur le gâteau, c'est que aujourd'hui, on pense à produire ces semences au niveau du pays. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez surtout pas à flasher le QR code et à poser vos questions, puisqu'après, on les posera et vous y répondrez évidemment. Benjamin Lamère, Modou Thiam parlait à l'instant de ces importations. Donc, l'idée pour préserver la souveraineté, c'est avant tout de faire en sorte de pouvoir relocaliser davantage, notamment en France. Alors ça, c'est un défi permanent. Et enfin, comme tu le disais, Pierre, la semence,
C'est le premier maillon, c'est la base essentielle, c'est le maillon essentiel de toutes les filières. Donc quand on veut reconquérir la souveraineté, il faut commencer par la base et par la semence. Donc pour nous, c'est absolument fondamental. Et on a dans notre filière Oléopro, justement, compte tenu des écarts de compétitivité qu'on a, pour essayer de gagner en compétitivité, c'était une coordination au plus près, au maximum de tous les acteurs des filières, pour aller créer de la valeur, chercher de la valeur, la construire ensemble, comprendre les besoins des consommateurs, s'organiser au niveau de l'industrie, au niveau de la collecte, au niveau de la production et au niveau de la semence pour pouvoir répondre aux exigences du marché et trouver le petit truc en plus qui fait qu'à chaque maillon, à chaque étage de la filière, on arrive à gagner quelques points de compétitivité qui finalement permettent de vendre cette production et de réorganiser notre production face à des productions importées qui n'ont pas du tout les mêmes normes, ni les mêmes prix, ni les mêmes coûts. Donc voilà, cette création de valeur, c'est quelque chose de permanent et on y arrive parce qu'on arrive à des taux de souveraineté aujourd'hui de l'ordre de 50% sur les matières riches en protéines en France. Alors on me dirait 50% c'est que la moitié, mais en Europe c'est 35%. Donc on a fait beaucoup mieux parce qu'on a ce modèle, ce système aussi à la française qui permettent les interpros c'est typiquement une originalité française en Europe, qui permet de travailler entre acteurs. Et on a une interaction, nous, très forte avec le maillon semencier, avec l'UFS. On a des relations aussi très poussées avec chaque acteur semencier en France. On pousse évidemment beaucoup les semenciers d'origine française, de capitaux français, mais aussi on encourage tous les semenciers à venir travailler en France et développer des solutions pour la France. Modou Thiam, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, au Sénégal, l'adhésion au schéma de certification au CDE de l'OCDE en 2016? On a vu un reportage tout à l'heure. Bon, cette admission aux normes OCDE de notre système semencier est pour nous plein d'espoir, parce que ça va améliorer notre système de contrôle et de certification, mais aussi ça va ouvrir notre production au marché européen. C'est extrêmement important. Donc, c'est une chose à laquelle nous portons beaucoup d'espoir, nous, le secteur privé, et nous allons pousser, en tout cas, de notre mieux, les États à ce qu'effectivement, cette disposition soit le plus rapidement mise en œuvre. C'est vrai qu'il reste encore l'équivalence Union européenne qui est là, qui est sur le pipeline, et tout cela, effectivement, porte des espoirs pour nous permettre en tout cas de nous améliorer et de nous hisser au niveau des standards internationaux. Et puis il y a ce partenariat que vous évoquiez, cette coopération avec SEMAE. Racontez-nous un petit peu tous les deux comment ça se passe, quels sont vos enjeux, vos ambitions. Ça fait partie de la mission de l'interprofession de SEMAE, mais depuis très longtemps. Vous parliez de François Burgot, donc c'est il y a quelques années de ça. Donc on a toujours eu cette mission d'accompagner des pays et de les aider à structurer des filières dans les pays. Parce que ça fait donc partie de la mission de l'interprofession et on a une vraie expertise là-dessus qu'on a toujours traditionnellement exportée. Parce que c'est une question, on ne va pas être totalement naïf, c'est une question d'accès au marché aussi pour les entreprises françaises et européennes. Mais c'est aussi, et l'exemple du Sénégal est bon, c'est excellent, c'est de pouvoir mettre en place des complémentarités entre les pays. Donc on aide effectivement le Sénégal à se structurer et ça devient un interlocuteur ou un acteur majeur sur toute l'Afrique de l'Ouest. Vous l'avez rappelé, c'est l'objectif. Mais c'est aussi, on a besoin de production à l'extérieur et notamment désaisonnée pour assurer, raccourcir les processus de recherche et d'expérimentation, pour faire des compléments de production aussi. Et donc, on a besoin de nouer ces partenariats avec des pays comme le Sénégal pour pouvoir mettre en place ces flux croisés de semences. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Donc, on a toujours eu, dans la mission de l'interprofession, la volonté d'accompagner les pays. C'est vrai pour l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai pour des pays d'Asie aussi. On a vraiment une mission d'accompagnement au niveau international pour structurer les filières, justement. Il y a peut-être aussi un partage de connaissances. On parlait beaucoup tout à l'heure de l'enjeu du changement climatique. Modou Thiam évoquait ces années de sécheresse, etc. Donc il y a un partage aussi, un retour d'expérience entre les pays. Évidemment, on est très à l'écoute de ce qui se passe. On a un partenariat avec le Sénégal, on en a un aussi avec le Maroc qui est extrêmement fort parce que ça nous permet aussi de comprendre comment ces pays-là gèrent ces transitions et gèrent notamment un climat qui est en train d'évoluer, de se réchauffer et avec les conséquences que ça peut avoir.
Alors on va évidemment évoquer ensemble les solutions, comment sécuriser les agriculteurs. Daniel Sauvette, peut-être quelles sont les ressources principales pour les fruits et légumes? Comment est-ce qu'on peut sécuriser l'accès à ces ressources? Mais je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été décrites et qui valent également pour les semences potagères. Hein. Ce lien très fort entre l'innovation, la création variétale, l'utilisation de nouvelles techniques et la recherche permanente quand on est français, d'avoir une création variétale qui soit adaptée à la fois à nos régions, mais à nos consommateurs, pour avoir une offre différenciante dont va découler un avantage comparatif dans un marché très ouvert pour pouvoir regagner de la part de marché. Et donc, d'où l'importance d'avoir cette proximité entre le créateur, l'innovateur et la région, le terroir et la filière qui va développer. Et je pense que quand on connaît l'immense variété en matière légumière, le nombre d'espèces, on voit à quel point on entre dans une infinie subtilité de détails, de variété et de complexité d'ailleurs pour le créateur variétal. Mais j'ai cru comprendre qu'on était leader mondial encore. On a 2 noms qui sont très forts et qui sont de tradition française. Donc cette position, je pense que la longue histoire de la production maraîchère en France, elle est totalement liée, cette réussite, à cette longue histoire également de l'innovation variétale. Et donc c'est cela qu'on souhaite voir perdurer et renforcer, et qu'il faut absolument arriver à ce qu'on soit accompagné, enfin, qu'il y ait une écoute des réalités du terrain pour que le cadre réglementaire, législatif fasse qu'on accompagne cette longue réussite et qu'on ne tourne pas la tête, parce que finalement tout ça est fragile et peut se retrouver rapidement déstructuré, ou peut-être même des concurrents qui vont avoir plus de pertinence sur les marchés et en création. Donc moi, je pense qu'on doit être extrêmement attentif et sensible à ce point de départ. Hein. Tout le monde a évoqué que ça part de la semence. Et ça part de la semence. Et aujourd'hui, on parle de création variétale avec des objectifs de meilleure productivité, meilleure tolérance aux maladies ravageurs, meilleure adaptation au climat. Le chantier est infini. Donc, quand j'entends en effet qu'on a un pourcentage du chiffre d'affaires consacré à l'innovation qui est supérieur au monde pharmaceutique, on comprend peut-être même que ça illustre à quel point il y a beaucoup à attendre de ces travaux. Donc voilà, donc je pense qu'on doit être assez facilement convaincu dans cette salle de l'importance stratégique qu'il y a de lier souveraineté de nos productions avec souveraineté de la production de nos semences et de l'originalité, de la création, enfin, tout ce qui a été évoqué. Benjamin Malamère, à Terre Univia, sur quelles solutions techniques, quelles sont les innovations sur lesquelles vous comptez là maintenant? Alors je vais parler pour Terre Univia, il y a toujours, voilà, c'est pour notre interprofession. Vous aurez tout à l'heure Gilles Robillard pour l'Institut technique qui va rentrer un peu plus dans le détail. Mais enfin, pour nous, le sujet de recherche et développement et le sujet de recherche-innovation, c'est fondamental dans notre filière. On est une interprofession assez différente d'Interfel par exemple. Hein. Interfel, le budget de promotion, c'est 75% du budget à peu près. Nous, on est à 75% de budget R&D. On est moins en lien direct avec le consommateur, hein, ce qui explique aussi ces différences, c'est une évidence. Hein. Mais aussi, on a ce sujet de compétitivité qui a fait qu'on a toujours dû mettre énormément de financement interprofessionnel sur l'innovation, et en particulier sur la semence. Et donc nous, on a des programmes qui durent depuis un certain nombre d'années, on a des programmes qui émergent encore aujourd'hui, parce qu'il y a des demandes et des besoins qui ne sont pas couverts. Alors je vais juste vous donner les noms, vous allez voir, il y en a quelques-uns, il y a Céléo Pro, Inolea, on a le GSP Pois, on a le GIE Soja, on a P4Ever qui démarre, on a des travaux qui sont en réflexion aussi sur les légumes secs, des travaux sur la luzerne. Enfin, voilà, toutes les espèces, il faudra qu'on traite les févroles et le soja, c'est pas encore à l'agenda aujourd'hui, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on trouve des financements pour pouvoir avancer. On a cette originalité en fait dans ces programmes d'aller mêler à la fois les connaissances de nos instituts techniques, instituts des producteurs ou même instituts industriels, de la recherche publique et de la recherche fondamentale avec le savoir-faire des firmes.
et on arrive à créer des creusets, on arrive à mélanger les 3 compétences et à booster les choses et à trouver des innovations majeures. Enfin voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec P4Ever aujourd'hui. Et on a besoin de créer ce dialogue-là entre le public, le privé et la profession agricole. Pierre Pagès, qu'est-ce qui peut sécuriser les agriculteurs, les semenciers? Je crois que c'est le premier enjeu, c'est la sécurisation de la compétitivité pour les agriculteurs et des moyens de production. Je crois que dans la salle, tous qui touchent de près ou de loin l'agriculture, enfin je regarde Daniel, Benjamin, enfin j'ai parfois l'impression qu'on ne parle que de ça, mais c'est parce que le sujet est fondamental. Majeur, en fait, est fondamental. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à sécuriser la production, on aura de toute façon une production agricole, et en particulier les semences, qui sera mise à mal. Le premier élément d'entre eux, c'est l'eau. Il n'y aura pas de production de semences sans eau, et je pense que, mais c'est vrai pour mes collègues aussi, on va très mal vivre l'été si on vient nous expliquer qu'il faut qu'on fasse des économies d'eau et qu'il faut qu'on restreigne les usages de l'eau avec ce qu'on vit en ce moment. Donc il y a une incohérence qui est plus supportable aujourd'hui, et on est les premiers concernés sur les semences. Le deuxième, et j'en ai parlé dans l'introduction, c'est le renouvellement des générations. Donc il est vrai pour les agriculteurs. Alors l'élément de compétitivité, c'est aussi le premier élément. Je veux dire, des jeunes agriculteurs qui s'installent, ils rentreront dans la production de semences que si il y a une rentabilité, et que si ils ont que si dans l'exploitation ça ramène un revenu significatif et complémentaire. Sinon, il n'y a pas de production. Ça, c'est vraiment le premier élément. Après, on en a fait aussi un axe stratégique, parce que pas d'agriculteurs multiplicateurs, pas de filière. Donc ce renouvellement, il est important, et on a aussi un effort important qui est fait autour de l'enseignement agricole, parce que c'est aussi parler des semences dans le cursus de formation des futurs agriculteurs et des futurs intervenants dans le secteur. Donc on a des partenariats importants. On a un partenariat, une chaire qu'on finance avec l'Institut Agro. Donc ça, c'est pour financer des ingénieurs, c'est pour former des ingénieurs qu'on va retrouver dans la filière, mais on a aussi, à travers la déclinaison régionale de CEMAE, on a 6 délégations en région, un accompagnement fort dans les lycées agricoles pour qu'on parle de semences dans les lycées agricoles et qu'on parle de semences aux futurs agriculteurs. Et ça, c'est aussi clé pour assurer le renouvellement et la pérennité du réseau. Et la communication est effectivement essentielle. Évidemment. Au Sénégal, Modou Thiam, la sécurisation des agriculteurs, c'est la même problématique qu'en France, ou c'est différent? Bon, je pense que c'est la même méthode, parce que enfin, c'est le même système. Parce que producteurs sénégalais, producteurs français, c'est tous des producteurs. Donc, on sème, on essaie de récolter. Donc, je pense que la technique reste la même. Peut-être ici, les conditions sont beaucoup plus améliorées. Et on a besoin de beaucoup plus de sécurisation chez nous. Parce qu'il y a beaucoup plus de fléaux. Il y a beaucoup aussi d'insuffisance dans le système. Et je pense que à ce niveau, effectivement, de la recherche qui est très importante dans le système, mais qui est une recherche publique chez nous, que tout le monde sait. Nous n'avons pas de centre de recherche privé comme ici en France. La recherche est gérée par l'État, donc gérée par le budget de l'État et les programmes et les projets qui financent. Après la recherche, il y a le service de contrôle et de certification aussi. Et pour tout ça là, pour arriver à avoir des semences de qualité. Donc le producteur, il faut qu'il soit sécurisé à ce niveau. Qu'il ait des semences de très bonne qualité, mais des semences aussi qui répondent aux zones agroécologiques. Parce que, quelle que soit la zone, il y a quand même des semences spécifiques qu'il faut y cultiver. Mais aussi, il y a aujourd'hui l'adaptation au changement climatique. Qui fait que les producteurs sont très éprouvés. Et il faut en tout cas travailler sur des variétés à cycle court et à des potentiels de rendement élevés, comme dans tous les autres pays, pour pouvoir en tout cas leur garantir des résultats. Quelles sont aujourd'hui vos attentes, vos espoirs, peut-être à court terme et puis à horizon un peu plus lointain? Bon, actuellement, nos espoirs, c'est que, en fait, c'est nous ouvrir en tout cas aux autres semenciers du monde, particulièrement la France, avec laquelle nous partageons quand même quelque chose d'assez important, c'est la langue. Parce que il y a des pays, quand on communique, c'est pas très évident. Ouais. Mais avec la France, vraiment, c'est truc. Bon, il y a aussi des relations séculaires
au niveau que nous connaissons l'agriculture française, eux aussi connaissent l'agriculture sénégalaise. Donc nous comptons effectivement leur offrir ce que nous avons. Parce que je pense que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le truc OCDE et Union européenne nous permet aujourd'hui de leur offrir notre espace. Parce que nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Nous pensons qu'en tout cas, si tous ces systèmes-là sont mis en œuvre, la France pourra, en tout cas les entreprises françaises, pourront venir au Sénégal, produire en contre-saison des semences comme ils le font dans d'autres pays. Donc ça aussi, ça permettra en tout cas à nos agriculteurs d'être sécurisés en matière d'approvisionnement, mais aussi d'avoir des revenus, parce qu'en fait, cette production, ça va nécessairement les impliquer, parce qu'ils seront peut-être des multiplicateurs de semences qui seront en tout cas capacités et pourront éventuellement participer en tout cas à cette dynamique. Très important donc cette coopération entre le Sénégal et la France pour les années qui viennent. Benjamin Lamère, le rapport des conférences de la souveraineté alimentaire est attendu au second semestre 2026, lancé par Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. On verra pour quelle stratégie la France va décider d'opter. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, pour ce qui concerne l'amont, en particulier l'échelon des semences, on attend deux choses majeures. En fait, d'une part, alors je l'ai cité en exemple dans les programmes qu'on mène, nous, et ça fonctionne, un dialogue approfondi et de confiance entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, entre l'INRAE et les instituts techniques. Ça fait défaut aujourd'hui. On arrive à le faire ponctuellement sur un certain nombre d'exemples, mais ce n'est pas du tout pas suffisamment dans la culture de l'INRAE. On sent même parfois des résistances par rapport à ça. Et je pense qu'il faut réussir à promouvoir ça parce qu'on a des questions à poser à la recherche fondamentale. Et sans doute que la recherche fondamentale nous aidera aussi en regardant un peu plus nos problèmes et en essayant d'apporter aussi des réponses aux problèmes qu'on peut avoir. Donc il y a vraiment un dialogue important à nourrir et à tisser. Et si on pouvait avoir ça en sortie de ces conférences de souveraineté, ce serait déjà une énorme avancée. Vous pensez que ça peut se mettre en place ? Vous êtes confiant quand même ? Alors à ce stade, je ne le vois pas venir encore aujourd'hui, mais on a fait passer les messages aussi bien à la ministre que pendant les groupes de travail pour qu'on aboutisse à ça. Ça paraît rien, mais ça serait un pas de géant déjà. Enfin, très franchement, le fait qu'on s'organise de manière un peu plus collective entre tous ceux qui ont la connaissance, ça donnerait un élan nouveau à la filière des semences en particulier. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une garantie de l'accès aux moyens de production, une facilitation de l'accès aux moyens de production. Voilà, que les NBT arrivent très vite en France, c'est fondamental. Qu'on ait des allègements par rapport au protocole sur les VTH, à l'inscription des VTH dans le catalogue français, etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses où on a des contraintes ou des hésitations franco-françaises qu'il faudrait pouvoir lever pour pouvoir accélérer justement et aller plus vite pour répondre aux nouveaux enjeux, en particulier le changement climatique. Daniel Sauvêtre, vous, quelles sont les nécessités, peut-être le besoin d'un soutien fort aussi des institutions, de notre État ? Oui, bien sûr, dans le cadre des conférences de souveraineté, où on travaille maintenant un peu plus précisément fruit par fruit, légume par légume, on arrive toujours au même résultat. C'est qu'on a la volonté des acteurs, elle est là, le marché, il est potentiellement là, et on a besoin de s'adresser à la puissance publique pour être accompagné en termes réglementaires et législatifs. Et puis j'entendais également qu'on recherche aussi, on aimerait aboutir à des synergies meilleures, en effet, puisque tu disais tout à l'heure que notre budget était principalement sur la communication, mais nous finançons un centre technique interprofessionnel pour les fruits et légumes, le CTFL, ce qui est un financement très important. Et donc, si on peut avoir des synergies entre INRAE et CTFL et qu'on ait un regard vers la souveraineté et qu'on ne craigne pas le mot production, qu'on ne craigne pas de fait de s'affronter aux marchés internationaux, si on arrive à débloquer cette situation, ça serait un levier déjà extrêmement important pour nous. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on peut être tourné vers la souveraineté, mais complètement ouvert aux échanges et qu'on est d'autant plus souverain qu'on est ouvert au monde et qu'on est dans l'échange et ainsi de suite. C'est tout à fait lié. Donc peut-être qu'on va attendre, il faut attendre de ces conférences de souveraineté
une écoute réelle de ce qu'est l'économie pour nous des fruits et légumes frais, ce qu'est l'économie également de la production semencière ici, et qu'on essaie plutôt d'accompagner plutôt que de dire votre système n'est pas celui que je souhaiterais, il faudrait reconfigurer l'organisation agricole de la France. Vous voyez, on est dans ce débat, et donc il faut qu'on puisse reprendre la main et redonner goût et intérêt pour nos réalités, qu'elles soient mieux accompagnées, et qu'y compris que notre recherche ô combien performante, mais que nous ne soient pas bloqués peut-être par des orientations qui ne sont pas conformes exactement aux attentes réelles du marché et des consommateurs. Pierre Pagès, quel serait votre message à la puissance publique ou même directement au gouvernement? Je vais pas revenir sur ce que mes collègues ont dit, mais bon, la compétitivité, c'est un élément majeur. Ça se décrète pas, la souveraineté. C'est un peu le message qu'on a essayé de faire passer au démarrage de ces travaux, parce que c'est quand même un peu comme ça que ça partait au départ. Donc, on a réussi à rappeler que la compétitivité était un élément majeur, et s'il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de souveraineté. Il y a un autre élément qu'il faut qu'on prenne en compte, qui a été aussi beaucoup rappelé, c'est pas de surtransposition au niveau français, c'est aussi arrêter de nous coller, en même temps qu'on parle de souveraineté, on nous colle des normes supplémentaires ou des contraintes supplémentaires, et ça, il faut arrêter ça, quoi. On a un exemple dans les semences où on utilise des semences, alors de moins en moins maintenant parce qu'on n'a plus trop de solutions, mais les semences sont traitées par des produits phytosanitaires, des produits de protection. On est en train de nous expliquer qu'on va appliquer sur les semences la législation des produits phytosanitaires, mais c'est un contresens complet. Ça va freiner les échanges, ça limite les capacités de transport. Enfin, c'est que des contraintes nouvelles qui vont, pour le coup, on parlait notamment de l'excédent de balance commerciale, ça va être un élément de plus qui va venir pénaliser la performance des entreprises françaises. Et là, on est vraiment sur des sujets franco-français, donc il faut arrêter ça. Il faut redonner de la fluidité, de la liberté d'opérer, et la souveraineté aussi, on ne l'aura qu'à ce prix-là. Voilà, le message a été très clair et il est passé ce matin. Alors on va en venir aux questions, et merci d'ailleurs de continuer à les poser via le QR code. Plusieurs questions, peut-être la première pour vous, Modou Thiam. Vous avez partagé la difficulté des conditions climatiques et du changement climatique au Sénégal. Quels apprentissages peut-on tirer malgré tout de ces difficultés auxquelles vous devez faire face? Bon, je pense que quand même, les difficultés aident un peu à la réflexion. Parce que quand on n'a pas de difficultés, pratiquement, on ne réfléchit pas beaucoup. Mais quand on a des défis devant soi, on réfléchit pour en tout cas les surmonter. Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ces chocs climatiques nous ont amenés à une dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser la production. Aujourd'hui, nous avons un programme sur 10 ans, 2025 à 2034, qui s'oriente dans ce sens pour réduire les importations de façon drastique. On en est arrivé à peu près pour certaines spéculations, pas tellement à 100%, parce que la pomme de terre, je pense que je suis avec les gens de la pomme de terre ici. On a réussi à nourrir la population pendant au moins 10 mois sur les 12 mois. Donc, il y a d'autres trucs qui sont dans cette même situation. Donc, on est en train de réfléchir, comme on le dit, pour essayer effectivement de réduire les importations. Mais la semence est un élément extrêmement important dans ce dispositif. Voilà pourquoi le partenariat, comme tantôt on l'a dit, s'ouvrir au reste du monde, pour pouvoir éventuellement, en tout cas, optimiser les connaissances, les expériences et les techniques. Cela nous permettra, en tout cas, de mettre à la disposition des producteurs des semences d'excellente qualité. Et aujourd'hui, je pense que les hybrides, comme je l'ai dit tantôt, parce que nous avons les OPV chez nous, c'est extrêmement ancré, ça date de longtemps, je sais que chez vous, vous n'en faites plus, mais nous, chez nous, en tout cas, c'est extrêmement important et on les utilise. Mais aujourd'hui, dans certaines grandes cultures comme le sorgho et le maïs, on est en train de travailler carrément sur
sur l'hybride. Et nous avons des partenaires, M. Pagès l'a dit tout à l'heure, avec d'autres et d'autres qui interviennent au niveau du Sénégal pour effectivement dans la fourniture des semences hybrides. Mais ce qu'on veut, c'est que vous venez produire au Sénégal les semences hybrides avec les Sénégalais. C'est ça que nous souhaitons et je pense que toute la réflexion et toutes nos visites en France et partout, c'est vous amener à aller dans ce sens. Voilà, encore un autre message qui est très clair et qui vient de passer. Autre question, mais justement, c'était sur les nouvelles cultures, les itinéraires techniques. Vous aviez évoqué le sorgho. Qui voudrait répondre à cette question sur les nouvelles cultures? Bon, aussi, nouvelle culture, il faut pas qu'on se trompe sur les substitutions d'une culture par rapport à une autre, pour notamment des vraies fausses bonnes idées liées à l'environnement, au changement climatique. Alors, on a un exemple sur une filière que je connais bien entre le maïs et le sorgho. Il ne faut pas imaginer un seul instant que le sorgho pourra remplacer le maïs. Parce qu'il consommerait moins d'eau, ou parce que le modèle économique ne tient pas. Et c'est par là qu'il faut se méfier un peu des modes ou des emballements, c'est ça? Absolument. Et il faut toujours partir du modèle économique et de la capacité des agriculteurs à faire. On ne peut pas le décréter. Alors le sorgho, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en faire. Il faut l'imaginer en complémentarité d'une espèce par rapport à l'autre. Mais il ne faut surtout pas les opposer. Et je crois que c'est aussi des raccourcis qui sont trop souvent pris. Qui s'installe dans la tête des gens ou dans l'opinion en se disant mais on ne comprend pas pourquoi on arrose du maïs l'été alors que si on faisait du sorgho, je reviens aux discussions qu'on avait tout à l'heure en fait. C'est là, de l'eau, il y en a plus que trop, donc les questions, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut qu'on se les pose. On a le même sujet sur les légumineuses aussi, puisque les légumineuses, évidemment, c'est très bon dans les rotations, c'est une empreinte carbone qui est intéressante, etc. Mais ça ne se décrète pas, c'est pareil. Il faut des marchés, il faut de la compétitivité, il faut des semences performantes. Voilà. Et ça se construit dans la durée et ça se construit de manière structurelle. Ce n'est pas juste des incantations ou des modes, effectivement. Donc c'est un travail de fond qu'il faut mener. Benjamin Lamère, encore une question pour vous. Dans un contexte où la production de protéagineux est particulièrement affectée par le changement climatique, le besoin en innovation variétale est essentiel. Outre les projets R&D que vous avez cités pour enclencher la dynamique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait être pertinent de mettre en place un système de financement de la recherche équivalent au système du CRIV qu'on connaît par exemple dans les céréales à paille et qui montre aujourd'hui son efficacité pour assurer le progrès génétique? Oui, tout à fait. Alors c'est un des problèmes qu'on a sur les légumineuses, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de semences de ferme et que du coup, on est dans ce cercle vicieux où c'est des petites surfaces qui ont des difficultés de rentabilité. Donc les agriculteurs utilisent des semences de ferme. Donc il y a de moins en moins de financement qui retourne vers la recherche. Du coup, il n'y a pas d'innovation et on repart dans le cercle vicieux. Donc il faut briser ce cercle et il faut le briser à plusieurs endroits en même temps en fait. Et donc c'est pour ça qu'on lance des programmes de recherche d'innovation sur ces espèces-là pour trouver des nouvelles ressources génétiques qui soient plus performantes. Mais ça marche que si les agriculteurs les achètent à un moment donné. Donc on réfléchit aussi à des systèmes d'aide ou de subventionnement pour que les agriculteurs rachètent des semences certifiées pour les faire rentrer aussi dans leur ferme et que l'innovation arrive aussi dans la ferme. Voilà, pour redonner de l'espoir aux agriculteurs qui vont produire un peu plus. Et puis après, on sait que sur ces espèces-là, il y aura toujours du résiduel de semences de ferme qui va se faire. Donc évidemment qu'il faut aller trouver un mode de financement où tout le monde contribue, y compris ceux qui utilisent des semences de ferme. Parce que quelque part, à terme, c'est se tirer une balle dans le pied de toujours ressemer les mêmes semences où il y a une dérive génétique et en plus, il n'y a pas d'innovation. Peut-être une réaction à ça? Non, je pense que Benjamin l'a dit. En fait, il n'y a pas de renouvellement variétal d'innovation s'il n'y a pas de financement de l'innovation. Donc, il faut trouver le bon canal pour le faire. Je crois que la crive sur les céréales à paille est un bon exemple. Est-ce qu'il est généralisable à toutes les espèces? Je ne sais pas. C'est des sujets qu'on doit poser. Mais il y a aussi l'accompagnement public sur la volonté de développer des productions où là, on doit raisonner en filière et les semences doivent en faire partie. On ne développera pas la filière pois s'il n'y a pas d'innovation et de financement de l'innovation sur le pois. Donc il faut qu'on arrive à mettre les acteurs autour de la table, et l'exemple des protéines est le bon, ça a été fait sur le pois. C'est entre la crive et cet exemple-là, il faut à chaque fois qu'on trouve le moyen de financer la recherche, sinon il n'y aura pas d'innovation.
Merci infiniment à tous les quatre. Merci pour votre participation. Merci à vous pour cette écoute active. Je vais vous demander de regagner vos places et nous allons poursuivre. Merci infiniment. On peut vous applaudir effectivement. On va poursuivre avec notre deuxième table ronde qui, elle, sera consacrée à l'innovation en semences et plants. C'est une garantie de souveraineté.